Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette webconférence organisée par l'AFNOR en partenariat avec Auré. Nous avons de nombreux participants aujourd'hui. Je mets les micros en muet. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons donc 1h30 devant nous pour parler d'économie circulaire et vous restituer l'étude que nous avons menée au printemps dernier. Donc, je vais passer à la slide suivante. Nous sommes ravis de pouvoir co-animer cette restitution avec notre partenaire Auré. Donc, nous aurons durant l'heure et demie plusieurs interventions. La première intervention sera par Olivier Cartini. Donc Olivier Cartini qui est responsable du groupe de travail économie circulaire du TC ISO économie circulaire en normalisation. Nous aurons ensuite, donc Olivier va nous faire un point sur les dernières actualités en matière de normalisation au niveau international. Ensuite, nous aurons Madame Patricia Savin, donc, avocate et présidente d'Auré, qui nous fera un point d'actualité réglementaire sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulguée en février dernier. Enfin, nous passerons au cœur de cette webconférence avec Karine Georges qui nous présentera donc la restitution complète de l'étude que nous avons menée au printemps dernier. Et enfin, Nathalie Boyer puis moi-même, nous vous présenterons des pistes pour aller plus loin et les leçons à tirer de cette étude. Hop, du coup, nous allons couper nos webcams pour éviter de consommer trop de bandes passantes. Hop, et je vais vous présenter très rapidement donc, le groupe AFNOR. AFNOR, c'est un groupe associatif dont le premier métier, le métier historique, c'est la normalisation. Donc, nous sommes opérateurs central du système français de normalisation. Ça veut dire que nous réunissons les parties prenantes intéressées pour rédiger des normes et nous représentons les intérêts des acteurs économiques français au niveau européen tant qu'international. Deuxième métier, l'édition, donc la mise à disposition des normes, c'est le métier d'AFNOR Édition qui a déployé également tout un ensemble d'outils et de services d'accès aux normes et aux outils de veille en ligne. Troisième métier, la formation et l'accompagnement, donc avec notre entité AFNOR Compétences. Et enfin, quatrième et dernier métier, mais pas des moindres, AFNOR Certification qui délivre des prestations d'évaluation et de certification sur base de normes ou de référentiels privés. Je vais passer la parole à Nathalie Boyer qui va nous présenter Auré. Bonjour Nathalie. Nathalie ? Voilà, merci Anne. Je ne pouvais pas remettre le son moi-même puisque tu m'avais coupé. Donc, je suis la déléguée générale d'Auré et je vais vous présenter très rapidement Auré aussi. Auré est un réseau multi-acteurs. Nous avons des membres qui sont des entreprises, des grandes compagnies, des PME, des collectivités territoriales, des associations, des fédérations, des personnalités qualifiées, des scientifiques de haute renommée. Et nous travaillons avec ce réseau sur 3 priorités, biodiversité et économie, ou comment intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises, l'économie circulaire, mais je vous en parlerai plus loin, ainsi que le reporting RSE et l'ancrage territorial. Sur la slide suivante, vous allez voir qu'au-delà d'être un réseau, nous outillons aussi nos membres, ainsi que, alors beaucoup d'outils sont en libre droit, donc vous pourrez aller les regarder sur notre site. Nous outillons avec des indicateurs, des livrables, des méthodologies, et nous donnons aussi beaucoup de services aux adhérents. Alors nous produisons pas mal de conférences, des guides, des préconisations, des outils. Nous travaillons énormément avec les ministères et avec l'ADEME. Voilà pour Auré. Merci beaucoup Nathalie. J'accueille maintenant donc Olivier Cartini, responsable du TC ISO 323, donc qui s'occupe spécifiquement d'économie circulaire. Du coup, cette fois-ci, je vais lui autoriser à ouvrir le micro. Voilà. Bonjour Parfait. Olivier. Parfait, merci Anne. Bonjour à tous.
Donc Olivier Cartinier, responsable du pôle environnement et responsabilité sociétale d'AFNOR Normalisation, et personnellement donc en charge du comité technique international ISO, donc ISO TC 323 sur l'économie circulaire. Donc pour rappel, donc la normalisation donc est un processus de coproduction consensuelle de normes d'application volontaire. Et ce caractère volontaire les différencie des normes d'application obligatoire que sont les normes réglementaires. Donc on aura une présentation à la suite sur ça. Et donc les normes peuvent être de nature internationale, des normes ISO, européennes, normes EN ou normes françaises. Elles sont lancées à l'initiative des acteurs d'un domaine, que ce soit des entreprises ou des pouvoirs publics, et AFNOR Normalisation est en charge de suivre le processus d'élaboration de ces normes. Elles sont un cadre de référence qui vise à fournir des lignes directrices pour des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, pour des services, pour des pratiques d'intérêt général. Donc on peut avoir des normes aussi bien sur des ports USB que sur des systèmes de management environnemental, par exemple. Donc, plus précisément, concernant l'ISO TC 323, donc économie circulaire, c'est le comité technique international qui est en charge d'élaborer les normes d'application volontaire internationale sur l'économie circulaire. Il a été lancé fin 2018 par la France et est sous responsabilité française et compte aujourd'hui 80 pays membres, ce qui en fait un des comités les plus importants de l'ISO, et avec des pays qui sont répartis partout à travers le monde, comme vous pouvez le voir sur la carte derrière, en allant de l'Amérique du Nord à l'Afrique, en passant par l'Europe, par l'Asie, par l'Amérique du Sud. Donc c'est en son sein notamment que donc chaque pays forme une délégation qui est en charge de défendre les positions nationales. Et pour la délégation française, donc les positions défendues sont celles qui s'appuient sur la norme notamment expérimentale XPX30 901, qui est la norme économie circulaire donc élaborée par AFNOR sur les systèmes de management de projets d'économie circulaire. Et donc, le comité est en liaison avec plusieurs organisations qui ont pour objet d'apporter leur expertise sur le sujet. L'ANEC, donc Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs, ECOS, qui est une association également de représentation donc, citoyenne à l'échelle européenne, la Fondation Ellen MacArthur, le GRI qui élabore des référentiels, l'UNIDO, qui est un organe des Nations Unies, le WBCSD, et il y a tout un ensemble d'organisations voilà, qui sont en attente d'instruction également pour rejoindre le comité technique. Voilà pour cette partie. Concernant son domaine d'action, donc il a pour objet de faire de la normalisation dans le domaine de l'économie circulaire en vue d'élaborer des cadres de référence, des recommandations, des outils, de définir des exigences pour la mise en œuvre de l'économie circulaire dans toutes les activités des organisations. Et l'objet, c'est de se mettre dans une dimension de développement durable et pas seulement dans une dimension environnementale. On intègre également les aspects économiques et sociaux associés à l'économie circulaire. Il y a plusieurs objectifs pour ce comité technique international. Contribuer à apporter une réponse rapide et efficace aux urgences environnementales et sociales. Donc, on est dans un système de gestion de projet efficient. Avec le système ISO, on assure une certaine robustesse pour les standards qui sont produits, mais on avance à un rythme très rapide pour donner des livrables rapidement. Promouvoir un modèle économique alternatif, promouvoir une participation large et effective de l'ensemble des pays du monde, ce que vous avez vu précédemment, maximiser la contribution au développement durable et développer des normes de qualité qui s'adaptent à l'ensemble des parties prenantes. Le comité est présidé par Catherine Chevauché du groupe Suez et je suis moi-même responsable pour AFNOR, donc de sa coordination. Concernant le programme de travail de l'ISO TC 323, il est structuré en 4 groupes de travail qui développent 4 projets de normes. Le premier groupe de travail qui est piloté par la France et le Brésil et qui a pour objet de fournir une norme qui définira des principes, des cadres, de la terminologie en matière d'économie circulaire et qui a une finalité, c'est celle de promouvoir une compréhension commune de ce qu'est l'économie circulaire à travers le monde, puisqu'il y a tout un ensemble de définitions qui existent actuellement et l'objet c'est de se mettre d'accord sur les termes et sur ce que comprend l'économie circulaire. Un second groupe qui est mené par le Japon et le Rwanda, qui a pour objet de travailler sur la mise en œuvre pratique de l'économie circulaire, donc de travailler sur des questions
tels que les modèles d'affaires, les chaînes de valeur, sur des méthodes, sur la question de l'éducation, des achats publics, des changements de comportement des consommateurs. Voilà, toute une panoplie de méthodes, de moyens d'intégrer vraiment l'économie circulaire dans les activités des organisations. Un troisième groupe de travail qui a pour objet d'évaluer et de mesurer la circularité et qui là travaille sur tout un ensemble d'indicateurs applicables à toutes les échelles en matière d'économie circulaire, que ce soit à l'échelle des régions mondiales, des pays, mais également d'une organisation, d'un produit ou d'un service ou d'une filière. Et donc ce groupe est animé par les Pays-Bas et un dernier groupe animé par la France et le Brésil à nouveau, qui a pour objet de travailler sur ce qu'on a appelé les enjeux spécifiques en matière d'économie circulaire et de fournir des retours d'expérience, des études de cas qui ont fonctionné et d'en tirer des enseignements. Et donc là, il travaille plus spécifiquement sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité. Et donc, on analyse un certain nombre de retours d'expérience d'entreprise sur ce qui a fonctionné ou pas en matière d'économie de la fonctionnalité pour ensuite avoir des normes qui s'imprègnent vraiment des meilleures pratiques possibles. Et l'objet de tous ces travaux-là, bien sûr, c'est de faciliter le dialogue entre tout le monde, la compréhension de ce qu'est l'économie circulaire et de définir des outils pratiques et des méthodes de mise en œuvre de l'économie circulaire à travers les organisations. Merci beaucoup, Olivier. C'est un travail très riche et dense qui a démarré il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous préciser dans combien de temps seront publiées les premières normes de ces groupes de travail? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est assez précis, il me semble? Donc les normes seront publiées fin 2022, début 2023, et on est actuellement vraiment dans la phase de coproduction de consensus, c'est-à-dire que chaque pays, et c'est ce que je mettais dans la slide suivante, chaque pays arrive avec une définition, par exemple, de ce qu'est l'économie circulaire, avec son point de vue, ou des organisations. Par exemple, la Fondation Ellen MacArthur a sa définition, l'Angleterre a sa définition, la France a sa définition qui est dans la norme X30901, et on est dans la phase de consolidation, de confrontation des points de vue. Donc, voilà, c'est vraiment le pic actif sur ces travaux. C'est le moment de rejoindre la commission pour contribuer à la définition des normes de demain, effectivement. Voilà, et rejoindre la délégation française pour aller défendre les positions françaises, tout à fait. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour ce point en 10 minutes très succinct et très précis sur ce qui se passe en matière de normalisation. Je vais maintenant donner la parole à Patricia Savin, qui est donc présidente d'Oré et qui va nous présenter un point d'actualité réglementaire. Hop, j'ouvre le micro de Madame Savin. Très bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, 10 minutes pour vous présenter la loi économie circulaire, c'est un joli challenge auquel je vais m'atteler. Déjà en partant de la genèse de la loi économie circulaire, ses objectifs principaux et puis ce qu'elle incarne aujourd'hui. Alors la genèse, il faut se rappeler que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est issue d'abord de la FREC, la feuille de route économie circulaire, du 24 octobre 2017. Cette feuille de route économie circulaire à laquelle Oré a beaucoup contribué a abouti au 23 avril 2018 à un document intitulé 50 mesures pour une économie circulaire. Dans la foulée, il y a un projet de loi qui a été déposé, un projet de loi dit en procédure accélérée. Et ce projet de loi, en réalité, n'a pas fait qu'intégrer la feuille de route économie circulaire et les 50 mesures pour une économie circulaire, mais est allé au-delà. Ça, c'est important parce qu'on voit que, de fait, cette loi a un spectre assez large, voire même très large. Donc, cette loi du 10 février 2020, adoptée le 10 février 2020, a trois entrées, un triple objectif. Déjà, d'intégrer les 50 mesures pour une économie circulaire, première entrée. Deuxième entrée, elle a intégré la stratégie européenne sur les matières plastiques, d'où toute une série de propositions relatives au plastique. Et troisième entrée, cette loi économie circulaire a transposé le paquet économie circulaire de l'Union européenne
paquet qui date du 14 juin 2018 et qui se compose de 4 directives principales. Une directive sur les véhicules hors d'usage, les piles, les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, une directive relative aux décharges, une directive sur les déchets et une sur les emballages. Donc, une loi du 10 février 2020, économie circulaire, plastique et déchets relatifs présentés au niveau de l'Union européenne. Au départ, cette loi, c'était 13 articles dans le projet initial. À l'issue de différents amendements, nous arrivons à 130 articles. Alors, quels sont les objectifs assignés par la loi économie circulaire? C'est d'abord vraiment une prise de conscience collective de la transformation d'un modèle économique. La loi économie circulaire nous invite à passer d'un mode d'économie linéaire, je produis, je consomme, je jette, à un mode d'économie circulaire dans toutes ses composantes. L'une de ces composantes, bien sûr, c'est de produire différemment et son corollaire est de consommer différemment, d'où les entrées production et les entrées consommation, avec une révision des enjeux déchets très importants, notamment autour de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, autour du plastique et différents autres items. Alors, cette loi, 130 articles, 110 décrets d'application. Donc, c'est là où il ne faut pas être trop impatient parce que sur les 110 décrets d'application, 5 seulement ont été adoptés. Un récemment sur les REP, le 27 novembre 2020, un le 20 octobre sur les dons, un le 12 octobre sur une commission interfilière REP, un du 15 septembre relatif à la médiation sur les REP et un du 15 juin sur la taxe sur les invendus. Donc, il reste à ce jour 67 décrets à adopter d'ici fin 2020, 12 en 2021, 5 en 2022 et 1 en 2028. Cette loi se décompose en 6 grands titres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous signale les grands titres en question. Titre 1, objectifs généraux. Dans ce titre 1, nous avons l'annonce du 100% de plastique recyclé en 2025, la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique à l'horizon 2040, la réduction du gaspillage alimentaire. Dans le titre 2, relatif à l'information du consommateur, nous trouverons des données sur le marquage, l'étiquetage, l'affichage, des données sur l'incorporation de matières recyclées, des données sur l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, le réemploi, le recyclage. Donc vraiment un titre 2 centré sur le consommateur avec des modifications importantes du Code de la consommation. Le titre 3, lui, est centré sur le réemploi et la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité. C'est dans ce titre 3 que nous trouvons la création d'un label national anti-gaspillage alimentaire, une interdiction de destruction des invendus non alimentaires, un encouragement de la vente en vrac et une généralisation du diagnostic déchets des bâtiments. Le titre 4 est vraiment dédié à la REP, à la responsabilité des producteurs, en créant 8 nouvelles filières de REP, en organisant une nouvelle gouvernance des éco-organismes et en fixant un objectif des bouteilles en plastique de 70% pour leur collecte. Le titre 5, lutte contre les dépôts sauvages, est plus tourné vers les collectivités. Et le titre 6, dispositions diverses, c'est un petit peu la voiture-balai qui permet de transposer au niveau national le paquet économie circulaire par voie d'ordonnance. Voilà donc des objectifs assez forts, des objectifs importants, avec penser également que cette loi économie circulaire a des impacts sur le numérique, puisqu'en fait, elle draine tous les secteurs d'activité, des impacts importants dans le domaine du bâtiment. Et je signale à cet égard que nous avons une ordonnance voilà, du 29 juillet 2020 qui a été adoptée grâce à la loi économie circulaire. Ordonnance du 29 juillet 2020 pose toute une série de mesures assez importantes et assez structurantes dans le domaine de la déconstruction. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par des enjeux de déconstruction, des enjeux d'excavation,
de terre dans des ZAC. Regardez l'ordonnance, surveillez les décrets d'application, les arrêtés, parce qu'il va y avoir des enjeux de simplification de la sortie du statut de déchet, une possibilité sans doute, nous le verrons d'ici la fin de l'année, de considérer que des terres excavées qui ne vont pas à plus de 30 km de leur site d'excavation ne sont pas des déchets. Donc vraiment des enjeux de simplification et d'opérationnalité de toutes les démarches de déconstruction, de valorisation des déchets du bâtiment, de valorisation des terres excavées. Donc, en conclusion, puisque je pense que j'arrive à mes 10 minutes, en conclusion, je dirais que c'est une loi qui est très ambitieuse, mais qui se veut cohérente, qui se veut pragmatique et surtout qui tire le meilleur de l'enseignement des différents acteurs qui ont été consultés, soit dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, soit dans le cadre des préparations du paquet économie circulaire au niveau de l'Europe. Il nous reste, je le disais en introduction, il nous reste presque 125 décrets d'application en attente, dont une grande partie d'ici fin 2020. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à consulter le rapport déposé à l'Assemblée nationale par mesdames les députés Kerbar et Panot, rapport déposé le 30 septembre 2020, qui est un rapport d'information qui porte sur la loi économie circulaire et comment elle est appliquée. Et pour ceux qui veulent faire plus de droits, je vous le montre, il y a un numéro spécial droit de l'environnement que nous avions réalisé au sein du cabinet DS Avocats, car je ne l'ai pas précisé, je suis associée du cabinet DS Avocats dans le département environnement et développement durable que je pilote. Et nous avions fait donc une radiographie de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Voilà, j'ai tenu mes 10 minutes, un panorama de la loi économie circulaire. Merci beaucoup. C'est effectivement un challenge assez complexe de résumer une loi aussi dense en seulement 10 minutes. Plusieurs personnes demandent des précisions, effectivement, avoir un peu plus d'informations écrites. Alors, on va revenir vers vous avec des éléments écrits. Là, en l'occurrence, c'était vraiment un point focus très bref sur le fait que cette loi est passée. Je souhaiterais souligner aussi la complémentarité entre la réglementation et les normes qui sont d'application volontaire. Et enfin, je voulais aussi souligner un élément qui va être présenté par Karine dans l'étude, c'est le faible niveau de connaissance des personnes interrogées sur cette loi. Donc, c'est toujours bon de faire un petit point sur cette réglementation qui est en cours de façonnement. Merci encore beaucoup, Madame Savin, d'avoir fait cette intervention. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de cette webconférence. Je vais passer la parole à Karine Georges, responsable des études pour le groupe AFNOR. Et je vais l'inviter à partager son écran. Tac, tac, tac. Voilà. Merci Karine. Voilà, je pense que c'est bon. Et nous t'entendons très bien, tout va bien. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous pour vous présenter cette nouvelle étude sur un sujet phare pour nous, donc l'économie circulaire, qu'on a menée en partenariat avec Auré. Pour ma part, je m'occupe donc des études au sein du groupe AFNOR et dont la finalité est à chaque fois, bien sûr, d'éclairer des sujets plus ou moins quand même d'actualité et puis d'avoir le retour des cibles qui se lancent dans ces sujets. Et c'est bien dans ce cadre que s'inclut cette nouvelle étude. Je vais vous en présenter ici les enseignements clés qui vont vous permettre de comprendre où en sont les entreprises françaises. C'est une étude française au sujet de l'économie circulaire. Alors, en espérant que ça vous permette de vous situer pour ceux qui sont déjà lancés en économie circulaire. Et si vous n'êtes pas encore complètement engagé dans ce sujet, j'espère que ça va vous donner envie de vous lancer ou du moins en tout cas de vous renseigner et d'avoir les clés de comment vos pairs, les entreprises françaises de plus de 10 salariés, traitent de ce sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif vraiment de l'étude, j'aimerais planter un petit peu le décor et de vous préciser déjà la genèse de cette étude, pourquoi on a lancé cette
travaux, puis comment nous nous y sommes pris pour obtenir les résultats que je vais vous présenter. C'est quand même important de faire un petit point méthodo sur cette étude. Et puis, enfin, un point sur qui sont les répondants à cette étude. Je vous parlerai de l'échantillon. Comme ça nous permettra de planter un peu le décor de qui sont les répondants. Alors déjà, pourquoi une étude? C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. On a souhaité du coup cerner la maturité de ce sujet-là au sein des entreprises françaises de plus de 10 salariés. L'idée, c'était vraiment de mieux comprendre les besoins des entreprises pour pouvoir être en appui au mieux et pour forcément aider à prendre en main ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même assez tentaculaire et qui peut paraître de prime abord complexe. Et donc, du coup, nous avons souhaité comprendre cette maturité des entreprises françaises. Cette étude, on l'a menée en partenariat avec Auré, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça a été un soutien important pour nous permettre d'avoir une façon de recueillir les données tout à fait voilà, la plus précise possible et en tout cas de pouvoir vraiment vous en restituer des résultats fiables aujourd'hui. Alors, comment nous y sommes-nous pris pour interroger les entreprises françaises? Peut-être vous interroger, vous qui êtes là aujourd'hui et qui assistez à notre webconférence. Alors, d'abord, nous avons choisi de mesurer. Mesurer, ça veut dire faire un questionnaire. On a fait un questionnaire d'une durée de 20 minutes. Hein, donc, vous imaginez qu'on a recueilli beaucoup de données en 20 minutes qui balayaient pas mal de points, dont la connaissance de l'économie circulaire et le niveau de connaissance du sujet, hein, puisque comme je vous parlais tout à l'heure de maturité, bien sûr, le point de départ, c'est la connaissance, qu'on en connaît, comment on en parle également. On a voulu savoir et connaître les motivations qui poussent les entreprises françaises à se lancer dans la mise en place de cette démarche. Pour quelles raisons on se lance et plus précisément, qu'est-ce qui est crucial quand on se lance? Ensuite, on a fait un point autour de l'organisation du sujet au sein de l'entreprise. Comment ça se pilote? Qui gère ça? Et est-ce qu'on a des budgets dédiés, par exemple? Ensuite, pour aller un cran plus loin, on a voulu savoir quelles étaient clairement les actions qui étaient réalisées au niveau de l'économie circulaire et quels étaient les domaines les plus emparés ou les moins emparés. Qu'est-ce que vous faites concrètement en économie circulaire? Et puis, l'idée, c'était aussi d'avoir votre retour d'expérience sur la façon dont vous emparez le sujet, de faire un petit peu le bilan hein, de ce qui marche, de ce qui est compliqué, des facteurs clés de succès essentiels pour mener à bien sa démarche. Et puis, enfin, vos attentes pour demain et ce dont vous avez besoin pour la suite. Donc, bon, bien sûr, je vais vous restituer un peu de tout ça. Je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que le but n'est pas de passer 200 slides, bien sûr, mais de vous en donner les clés principales. Et bien sûr, vous aurez tout ça par la suite également. Donc ça, c'était pour la partie quantitative. On ne s'est pas contenté d'une étude quantitative, on a été un tout petit peu plus loin parce qu'on avait besoin d'illustrer et de creuser certains chiffres par du qualitatif, avec des interviews individuelles auprès de ceux qu'on a considérés comme étant les plus matures en économie circulaire, c'est-à-dire des professionnels qui, pour leur compte de leur entreprise, donc on a souvent des directions générales, mais aussi des directions qualité, sécurité, environnement ou développement durable ou économie circulaire, qui nous ont, eux, partagé leur parcours en économie circulaire après avoir emparé plusieurs domaines ou même tous les domaines. Donc, pour faire tout ça, on s'est quand même laissé 3 mois, hein, une belle période de février en avril, et ça nous a quand même donné 806 retours exploitables pour l'étude quantitative, 806 professionnels interrogés d'entreprises françaises de plus de 10 salariés. Donc, on a redressé les résultats afin d'être représentatif et de vous partager là une représentation des entreprises françaises.
Si je regarde un petit peu plus en détail de qui a répondu, on a 46% qui représentent des fonctions de direction générale ou de stratégie. Donc, une large partie des professionnels qui ont répondu sont des décisionnaires qui siègent en COMEX, en CODIR. Bon, par essence, les décisionnaires ont la vision globale, ce qui va être quand même très intéressant quand on va parler d'économie circulaire, parce qu'on est bien sur un sujet de transformation qui va venir en transverse quand même si ce n'est bouleversé, en tout cas, activer pas mal de champs de l'entreprise. Mais il est également clé d'avoir la vision des opérationnels pour comprendre et mesurer concrètement les actions très pragmatiques à l'œuvre. Donc, on a vraiment cette représentation des deux parties qui va nous permettre une connaissance assez fine, finalement, de comment se passent les choses. L'ensemble des secteurs étaient représentés, hein, comme vous pouvez le voir, ici avec un découpage en 10 points. Et puis, il est intéressant quand même de noter, et c'est pour ça que je tenais à montrer les secteurs, que par rapport à certains résultats, on voit qu'il y a des choses qui sont plus représentées dans certains secteurs que d'autres pas, mais en tout cas, on a vraiment des résultats qui peuvent être sectoriels, ce que je vous indiquerai à l'oral quand c'est le cas. Concernant la nature de l'offre des entreprises de notre échantillon, eh bien, on a un petit peu tous les types d'offres qui sont représentés et c'est intéressant aussi quand on parle d'économie circulaire, même si ça n'impacte pas tous les résultats de l'étude. Et puis, vous avez les régions françaises représentées, comme vous pouvez le voir sur la carte de droite. Voilà, maintenant que ce point méthodologique est fait, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment vous ou comment les entreprises françaises connaissent et parlent du sujet de l'économie circulaire. Pour évaluer la connaissance du sujet, on a posé 3 questions. Une question fermée avec une auto-évaluation sur la base d'une échelle, une question ouverte permettant de résumer ce qu'est l'économie circulaire selon vos mots et votre niveau de connaissance, et puis enfin une question sur la connaissance de la loi. Alors déjà, pour commencer, la connaissance déclarée du terme économie circulaire est pas mal, avec près des 2/3 qui semblent être OK avec ce sujet, même si peu finalement le connaissent, ce sujet de fond en comble. On peut noter que 15% seulement nous disent que le sujet de l'économie circulaire n'a aucun secret pour eux ou presque. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en Île-de-France, on a un niveau de connaissance assez important puisque vous êtes plus nombreux en Île-de-France à déclarer que ce sujet n'a aucun secret ou presque. En revanche, on constate qu'il y a quand même une moitié des entreprises françaises de plus de 10 salariés qui nous disent que c'est clair, mais qu'encore, il y a quelques mystères et donc quelques flous à lever. Concernant le tiers d'entreprises qui nous dit que c'est un sujet avec une connaissance que de nom et plutôt flou à ce stade, on va surtout avoir ici des entreprises, en tout cas celles qui vont surreprésenter ce côté un peu flou. Ça va être par exemple dans les secteurs d'activité du transport, du commerce, hébergement, restauration et immobilier. C'est un petit peu plus flou que la moyenne. Donc vous voyez qu'on a une connaissance qui est ce qu'elle est, mais en tout cas avec un beau volant encore des entreprises pour lesquelles il va falloir muscler cette connaissance pour s'emparer en effet du sujet de manière totale. Au-delà de la connaissance du sujet en lui-même, concernant la loi anti-gaspillage dont nous a parlé Patricia Savin-Doré à l'instant, on s'aperçoit que la connaissance est assez variable. Alors, quand on regarde ce graphe, on voit finalement que les niveaux sont assez équilibrés entre ceux qui nous disent qu'ils voient ce dont il s'agit, ceux qui nous disent que bon, c'est assez vague, ou ceux qui n'en ont pas vraiment entendu parler, ou en tout cas ceux à qui ça ne dit rien. On voit que c'est équilibré. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de zoomer et de voir un petit peu, en recherchant les différences significatives, qui connaît plus ou moins bien cette loi. On a constaté que les professionnels qualité, sécurité, environnement, les professionnels développement durable ou encore les professionnels qui ont des fonctions dans l'énergie sont plus nombreux que la moyenne à connaître cette loi et à bien la connaître. C'est la même chose pour les entreprises du secteur de l'environnement et de l'énergie.
secteur qui va, tout au long de l'étude, vous le verrez, s'avérer être très en avance et très mature sur tous les sujets de l'économie circulaire. En revanche, on va avoir des fonctions innovation, produits R&D qui vont connaître un peu plus de loin, on va dire, et un petit peu plus vaguement que la moyenne. Donc, vous voyez un niveau de connaissance qui est beaucoup lié à la fonction que l'on occupe et puis un petit peu également au secteur. Enfin, la dernière façon d'aller comprendre et sonder cette connaissance de l'économie circulaire, c'était une question ouverte qui nous a donné beaucoup de travail, dans le sens où 800 professionnels qui donnent leur définition de l'économie circulaire, c'était quand même intense à recoder, mais c'est particulièrement intéressant dans ce que ça donne. On a d'abord exploité ça en nuage de mots. Vous pouvez voir ici un nuage de mots avec, vous connaissez le principe du nuage de mots, plus le mot est gros, plus son occurrence est importante. Ici, on peut voir qu'en fait, il y a plusieurs termes qui ressortent assez fort, à peu près à la même hauteur. On va avoir notamment des notions de ressources, de déchets, de recyclage qui sont clés. Et ça paraît tout à fait logique. Vous voyez, au global, ça semble avoir le même poids dans les définitions qui sont données par les professionnels. Par contre, lorsqu'on regarde par secteur, je ne vous le représente pas ici, mais je vous le dis parce que je trouve ça intéressant, il y a des écarts qui vont se creuser et qui vont montrer du coup des intérêts un petit peu plus marqués pour l'une ou l'autre des notions en fonction de si je suis en construction, en transport, en industrie. Par exemple, en construction, et ça fait sens, bien sûr, le mot ressources et le mot local vont prendre une importance beaucoup plus importante dans ce nuage de mots. En industrie, loin devant, on va retrouver notamment le recyclage qui va venir clairement en tête. Donc ça, c'est pour les mots qui ressortent assez fort. Quand maintenant on s'attaque aux définitions en tant que telles que vous en donnez, on a recodé cette question pour voir comment vous en parlez. Et on a ici 3 grands types de définitions qui ne s'opposent absolument pas, mais qui permettent de voir comment on parle de l'économie circulaire. D'abord, on a un modèle de réduction et réutilisation. 55% des répondants nous en parlent comme tel. Vous voyez là, par exemple, ce verbatim qui nous dit éviter le gaspillage et la production de déchets en produisant le plus durablement possible, etc. Vous avez la notion de modèle circulaire et holistique, et c'est sous-tendu par le mot économie circulaire quand même, avec cette notion d'approche globale, comme nous le dit ce commentaire, concevoir un service, un produit dans une approche globale de l'utilisation raisonnée des ressources de la tombe au berceau. Et puis enfin, une définition autour du modèle responsable et respectueux pour quasi un tiers d'entre vous, avec par exemple ce commentaire, un processus amenant à proposer des produits avec une empreinte environnementale faible. Voilà comment on en parle, voilà ce que vous en savez. Maintenant, pourquoi les entreprises françaises de plus de 10 salariés se lancent dans les sujets économie circulaire? Quelles sont les motivations et quels sont les déclencheurs plus précisément? Alors, comme vous pouvez le voir déjà au travers de ces 3 verbatims, il y a une forme d'urgence en fait à considérer le sujet. Je vous le disais tout à l'heure, ce sujet, on en entend de plus en plus parler et c'est même au travers de vos mots qu'on le voit. Comme pour ce dirigeant de PME ou encore ces 2 professionnels QSE, vous nous dites, au mieux, c'est un sujet à pas louper. Au pire, clairement, si on ne prend pas en compte ce sujet, ça risque d'être quand même assez problématique et puis ça pourrait même carrément mettre en péril son activité. Donc, on voit là l'urgence à traiter ce sujet. Dans le détail, les 3 motivations principales présentées ici, donc en fait, on demandait quelles étaient les motivations à la fois, est-ce que c'était une motivation au global ou une motivation carrément prioritaire. Ici, je vous représente les 3 motivations prioritaires à se lancer. On a d'abord valorisé l'image de l'entreprise. Ça, c'est vrai pour tout le monde. On n'a pas de différence significative sur ce point. Il y a quand même une entreprise sur 2 qui y va encore pour valoriser l'image de l'entreprise. Ensuite, on a le fait de vouloir répondre aux enjeux climat-énergie. Logiquement, beaucoup plus vrai pour le secteur environnement et énergie, justement, et puis qui sont bien plus sensibles, mais aussi très vrai dans les grandes entreprises. Ça devient une motivation prioritaire qui passe un cap pour les grandes entreprises.
Ensuite, on a cette troisième motivation prioritaire qui arrive juste derrière répondre aux enjeux climat-énergie, qui va être d'innover et de développer des produits et des services. Là aussi, comme pour la valorisation, c'est une motivation qui est homogène pour toutes les entreprises et sans différence significative. Alors, outre ce top de motivation prioritaire, dans ce qui était également des motivations, sans pour autant être vraiment prioritaire, on avait aussi répondre ou anticiper la réglementation. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un sujet d'opérationnel. Les opérationnels, tout à l'heure, je vous disais, on a à la fois des décideurs, on en a beaucoup, mais on a aussi des opérationnels. Les opérationnels nous disent beaucoup aller là-dedans pour anticiper ou répondre à cette réglementation. Ensuite, on avait une motivation aussi de réagir par rapport à l'épuisement des ressources naturelles. Logiquement, là encore un petit peu plus pour le secteur environnement-énergie, mais aussi et beaucoup plus pour le domaine de la construction, qui est vraiment sur ces pans de réaction d'épuisement des ressources naturelles. Enfin, on avait également dans les motivations qui ne sont pas prioritaires, mais qui sont des motivations importantes, le fait de vouloir s'ancrer durablement au sein de son territoire. Voilà pour les préoccupations qui étaient réellement des motivations prioritaires. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas représenter ici, mais quand même, il faut préciser que les objectifs prioritaires des entreprises, au-delà de l'économie circulaire et les objectifs stratégiques des décideurs, on leur a posé la question, on leur a demandé c'est quoi aujourd'hui vos enjeux prioritaires. Sachez que 96% nous disent, moi, je veux conquérir des nouveaux marchés ou conquérir de nouveaux clients. Alors bien sûr, c'est un objectif global d'entreprise et forcément, évidemment, on peut supposer que l'économie circulaire et ses actions, à un moment ou à un autre, devront aussi suivre cette logique pour s'intégrer dans ce projet global d'entreprise. Alors maintenant que nous savons finalement ce qu'en connaissent les entreprises et pourquoi elles y vont, voyons voir comment elles s'emparent concrètement du sujet de l'économie circulaire. Quels sont les processus de mise en place de l'économie circulaire? Comment on s'y prend aussi? Parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet très très vaste qui peut faire peur, mais du coup, comment on y va? Quelle gouvernance, quelle équipe, quel pilotage, quel budget? Et puis concrètement, quels sont les domaines emparés plus ou moins et au travers de quelles actions concrètes. Avant d'aller dans les domaines concrètement, je vous propose de voir d'abord une analyse de la démarche économie circulaire au sens large. Je vous précise en introduction qu'on a conduit des entretiens approfondis avec une vingtaine à peu près de dirigeants et en tout cas de professionnels qui sont extrêmement matures en économie circulaire. Comment on juge de la maturité? Eh bien, c'est par le fait de prendre en main plusieurs domaines d'action, voire de les prendre tous. Donc, vous imaginez, c'est quand même un travail d'ampleur. Et donc, on a été voir ces professionnels-là qui sont matures, qui sont embarqués depuis longtemps, et on leur a demandé, racontez-nous depuis votre démarrage jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous. Donc ça, c'est un public de décideurs qui a le recul nécessaire et qui peut vraiment nous en parler. Alors, tout commence, selon eux, ils nous disent, par une volonté managériale forte. C'est initié d'en haut. Vous pouvez avoir des professionnels dans l'entreprise qui sont à différents postes, qui peuvent vouloir embarquer ce sujet. Malgré tout, il faut cette amorce du dirigeant. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Pour aller plus loin, c'est sûr qu'il faudra des soutiens, il faudra fédérer. Et d'ailleurs, le dirigeant va devoir avoir son rôle à jouer là-dedans parce qu'il va se tourner vers les fonctions clés de son entreprise. Et d'ailleurs, il va devoir faire adhérer les fonctions ressources de son entreprise. Alors, ça peut passer par des nominations, par exemple, ou en tout cas donner la visibilité aux personnes qui vont avoir et être en charge de ces sujets. On avait par exemple un professionnel qui nous disait, là je vous lis son verbatim, son témoignage, c'est toujours le chef d'entreprise qui est le déclencheur, mais sa réussite n'est possible que s'il arrive à fédérer. Donc voilà, il y a des conditions quand même assez sine qua non de la façon dont on y va.
Alors, une fois qu'on a ce dirigeant qui a bien pris la mesure, en tout cas qu'il faut y aller et qui a donné le tempo, on a dans l'opérationnel de manière très concrète l'analyse interne de ces processus. Par exemple, on va découper toutes les étapes de la vie d'un produit pour se poser la question à chaque étape de quelle peut être sa circularité. Ça peut passer par une analyse de cycle de vie, par exemple. En fait, ici, on nous raconte que on cherche la porte d'entrée pour se transformer et pour transformer in fine le modèle, mais d'abord, on cherche qu'est-ce qui va faire sens. D'ailleurs, un professionnel nous disait qu'il fallait comprendre que c'était une stratégie globale. Il avait insisté sur ces mots de stratégie globale qui invite à penser le produit sur l'ensemble de son cycle de vie, mais qu'il faut ensuite accepter de découper, et c'était bien ces mots, chaque étape de la vie d'un produit. Donc, vous voyez bien qu'on a l'exemple d'une mise à plat dans les process qui est importante. Ensuite, on va analyser son écosystème, on va rechercher des partenaires. Un des enjeux notamment, ça va être de replacer son action dans toute la chaîne de valeur. Et là, ça va être vraiment l'importance de s'entourer des bons partenaires et ça va être assez clé. En tout cas, c'est ce que nous disent les plus matures. Ils nous disent on n'y va pas tout seul, hein, on y va en mettant à plat notre écosystème et de voir comment on peut bien travailler avec lui. Par exemple, on nous a parlé des acheteurs. On nous dit, ben voilà, les fonctions achats ont un rôle essentiel parce que pour s'apprivoiser de manière durable et responsable, il va falloir rechercher tous les fournisseurs qui peuvent être clés et en tout cas qui peuvent nous accompagner sur ces sujets-là. Donc, on a vraiment cette idée en fait de mise à plat de l'écosystème de recherche de partenaires. Je vous dis pour l'approvisionnement, mais c'est valable aussi pour la fin de vie. Ensuite, pour se lancer concrètement, une fois qu'on a fait un petit peu cette étape de mise à plat, eh bien, on va réinternaliser certains process. Alors, ceux qui y sont passés nous disent oui, c'est clair, ça demande un peu de ressources, ça va demander quelques investissements en R&D, ça va aussi et surtout nécessiter de se parler en transverse et de rassembler autour de la table des professionnels de l'entreprise qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer. Donc là, vous avez ici tout un challenge qui va être de dépasser les incompréhensions et les territoires de chacun. Et d'ailleurs, on avait un témoignage qui nous disait que finalement, c'était toujours un petit peu compliqué d'être à la croisée des chemins. Et donc, il nous prenait l'exemple d'un packaging entre voilà, faire un packaging circulaire et puis avoir l'équipe marketing qui dit oui, mais c'est moche. Et du coup, c'est comment on arrive à dépasser ça et à aller dans le bon sens et à avoir cette coordination transversale plus importante. Ensuite, une fois qu'on a lancé opérationnellement les choses, on va mettre en parallèle les changements avec le modèle économique. On va chercher des métriques pour évaluer ça, mesurer la démarche et puis on va sonder son marché, ses clients, pour voir si tous les changements qu'on a pu effectuer sont bien acceptés. Mais finalement, le travail, il ne va pas s'arrêter là. Et on parle bien de plusieurs domaines d'action. On parle de quelque chose qui est assez important à mettre en place. Et donc, comme nous le dit ce verbatim que j'ai voulu vous mettre en avant, on est vraiment dans un process incrémental, dans le sens où on va gagner des victoires sur des pans. Mais tout n'est pas transformé d'un coup, évidemment. Et on ne transforme pas du jour au lendemain son entreprise. Les plus matures, en fait, nous dédramatisent un peu la situation en nous disant que finalement, pour y arriver, il faut que le sommet initie la démarche, il faut s'attaquer à des chantiers qui font sens et qui sont à sa portée, et puis mettre en place le niveau de suivi satisfaisant pour que à chaque étape de franchie, on se dise OK, c'est bon, territoire investi, on peut avancer et recommencer et ainsi aller sur la transformation. Et comme nous le dit ce verbatim, à un moment, on va passer sur le niveau supérieur qui va être carrément la remise en cause du business model. Mais on y va par étapes, évidemment, dans cette mise en place de l'économie circulaire. Alors, je vous ai raconté le process selon les plus matures, mais maintenant, et donc logiquement ceux qui sont d'ailleurs qui ont emparé plusieurs domaines d'action et qui ont fait beaucoup de choses. Maintenant, si on revient sur la moyenne des entreprises françaises de plus de 10 salariés,
Voici le top 3 des domaines les plus emparés parmi les 7. Donc, quand je vous dis les plus emparés, c'est-à-dire que les entreprises nous ont dit que soit elles étaient très avancées en la matière, soit qu'elles avaient entamé la mise en œuvre sans que cela soit complètement abouti à ce stade. Alors, on va avoir le domaine le plus emparé à 61% qui va être la gestion des matières ou produits en fin de vie. Ça arrive en tête sans différence de secteur. Voilà, c'est quelque chose qui prime. Et ça rejoint pas mal ce qu'on voyait tout à l'heure dans les définitions et dans les nuages de mots avec les mots de recyclage, de ressources qui arrivent très fortement en tête. Vient ensuite à 56% l'approvisionnement durable, un domaine qui semble plus mature dans les entreprises, par contre, du secteur environnement et énergie. Je vous disais tout à l'heure que ce secteur se démarquait par sa maturité. Là encore, on voit que ce secteur empare un petit peu plus fortement ces domaines et notamment l'approvisionnement durable. Et enfin, à ex-aequo, à 52%, d'une part la consommation responsable. Alors c'est un sujet qui est encore plus emparé par les décideurs et encore plus emparé en Île-de-France. En plus d'être un sujet qui arrive dans ce top 3 à des sujets, des domaines d'action les plus emparés, il faut aussi savoir qu'on a également demandé, alors on a demandé est-ce que c'est un sujet emparé ou est-ce que c'est en prévision. Ben, le sujet de la consommation responsable, c'est un de ceux pour lesquels ceux qui n'ont rien fait nous disent qu'ils sont en tout cas en réflexion. On voit vraiment qu'il y a une envie d'aller sur ce domaine-là. Et ex aequo, on a l'allongement de la durée d'usage qui ici n'est pas forcément illustré ou emparé plus par un secteur ou par une taille d'entreprise, mais qui est plutôt de manière générale. Si maintenant on regarde les autres domaines qui sont forcément en bas du tableau, bon, ben, vous vous doutez desquels, puisqu'il ne nous en reste que 3, on y trouve évidemment l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale et puis l'éco-conception. Dans le détail, il faut savoir qu'on n'est pas sur ce podium pour les mêmes raisons. L'économie de la fonctionnalité, c'est un sujet qui est pris en main par seulement un tiers des entreprises françaises de plus de 10 salariés et on peut voir des différences. Par exemple, les industries sont encore moins investies sur ce sujet que les autres secteurs. Tandis que, par exemple, le secteur environnement-énergie est celui dans lequel on est le plus avancé sur ce sujet de l'économie de la fonctionnalité. Si je prends maintenant l'écologie industrielle et territoriale, qui est un sujet juste commencé par un tiers, 32% sur les 38% nous disent j'ai juste commencé. Donc finalement, on voit qu'il y en a très peu qui sont très avancés. Là encore, dans le bas du tableau, ça va être les industries qui n'ont rien commencé. Et puis, là encore, dans le haut du tableau, ça va être le secteur environnement et énergie qui est le plus avancé. En tout cas, il est à noter que c'est un sujet qui est en moyenne en réflexion pour quasiment un tiers des entreprises françaises. Et enfin, vous avez l'éco-conception qui est classée sur les 7 domaines d'action en 5e position. Alors, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, pourtant on entend beaucoup parler de ce sujet, comment ça se fait que ça arrive à ce niveau-là? Alors, 43% ont bien entamé la mise en œuvre ou sont très avancés sur le sujet de l'éco-conception. Ça peut paraître peu, mais c'est à relativiser là en fonction des domaines, des secteurs d'activité. En fait, on voit vraiment que ceux qui n'ont rien commencé se situent plutôt dans le secteur des services, qui est finalement est assez logique, ou en tout cas comme vous pouvez le présupposer. Par contre, les plus avancés, eux, sont à retrouver dans certaines industries, notamment les industries du textile, les industries du bois, du papier, du carton, qui sont beaucoup plus avancées que la moyenne en éco-conception. Donc, tous les résultats que je vous montre sont aussi à contrebalancer par rapport à des réalités d'activité. C'est pour ça que ça met en balance ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce processus incrémental qui est de se dire qu'à un moment, je vais mettre à plat ce que je fais, mon activité, et que je vais m'attaquer à ce qui fait bien sûr le plus sens pour moi et ce sur quoi je peux avoir le plus d'emprise dans un premier temps. Alors, logiquement, c'est un sujet en réflexion à l'éco-conception. On a quand même 29% qui nous disent que c'est un sujet qu'ils considèrent développer à l'avenir.
Parmi ces 3 domaines, d'ailleurs, le nombre d'entreprises qui réfléchit dessus est quand même encourageant, puisqu'ils sont considérés pour le futur. Ils n'arrivent pas juste en bas du classement, ils sont aussi dans la tête de nos dirigeants et de nos opérationnels des entreprises françaises de moins de 10 salariés. Alors, dans quelle mesure on s'empare de ces sujets, de ces domaines? Comment on fait? Pour traiter de l'économie circulaire, déjà, on voit sur le global des entreprises qu'on a un pilotage qui est pour moitié par la direction générale. On a ensuite plusieurs directions ou services ou enfin une seule direction ou service. Donc, on voit que c'est un sujet qui est pris au plus haut niveau de l'entreprise et c'est plutôt logique quand on voit à quel point c'est transverse et que ça s'attache à toute l'organisation. Et on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, dans la façon dont nous racontent les plus matures. Ensuite, en termes de budget, vous le noterez, hein, à ce stade, les budgets sont assez faibles, hein, 9% seulement à un budget dédié. Bon, alors ce qui peut paraître logique, c'est que les plus de budgets dédiés se retrouvent dans les grandes entreprises plus qu'en PME. Et puis, idem sur les équipes constituées, donc on a 36% qui nous disent oui, j'ai une équipe pour traiter d'économie circulaire. On en a beaucoup plus en grandes entreprises qui nous disent avoir des équipes dédiées. Et en PME, sachez que les PME surreprésentent le fait de nous dire non, on n'a pas d'équipe et non, ce n'est pas en projet. D'où la gouvernance, quelque part, de ce sujet à un niveau direction générale aussi, hein. C'est aussi très relatif à une taille d'entreprise. Concrètement, comment on va sur ces sujets-là, au travers de quelles actions concrètes on y va? Largement devant, on va trouver la mise en place de mesures visant à réduire les consommations et les impacts. C'est l'action la plus réalisée de loin, sûrement parce que plus accessible, probablement plus visible aussi, et également lié au fait que le domaine le plus emparé, c'est celui de la gestion des matières ou des produits en fin de vie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ce 65%, il est encore plus fort quand on va dans les entreprises du secteur environnement, énergie et aussi les entreprises de plus de 5000 collaborateurs. Ensuite, en décroché, mais quand même presque une entreprise sur 2, on a le remplacement progressif de matières premières et de composants. Là encore, c'est à relier avec nos tops de tout à l'heure, hein, le fait que l'approvisionnement durable arrive en deuxième position des domaines emparés. Et on note d'ailleurs sans surprise que cette action-là est encore plus vraie dans les industries qui sont, elles, beaucoup plus nombreuses à faire ça. Enfin, c'est la sensibilisation à la formation des collaborateurs qui va arriver sur cette troisième marche de podium, assez proche finalement du remplacement des matières. Et ça, c'est à relier avec le fait que on le voit, l'économie circulaire, ça vient transformer l'entreprise à terme, ça vient faire travailler les gens en transverse. Et donc, pour avancer, on a besoin que tous comprennent bien les enjeux et que tous comprennent de quoi on parle. On note donc que cette action, elle est vraiment de manière homogène. Là, je ne vais pas avoir de décrochage ni de secteur, ni de taille d'entreprise. Tout le monde nous dit oui, je sensibilise, enfin la moitié, 45% nous disent oui, je sensibilise et je forme mes salariés. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui, s'il n'est pas actuellement fait, est vraiment prévu. Hein, on a quand même 38% qui nous disent « alors je ne l'ai pas fait, mais je le prévois dans un avenir très proche ». Concernant maintenant les actions qui sont les moins emparées, c'est-à-dire là où rien n'est fait à ce stade. Très largement devant, on va retrouver le recrutement ou la création de postes spécifiques. Ce n'est pas le sujet phare. Hein, on voit que quand même 3 entreprises sur 5 nous disent non, on n'a pas encore recruté ou créé des postes spécifiques. Et d'ailleurs, c'est peu en réflexion aussi. Hein. Ceux qui y réfléchissent sont le secteur, par exemple, des transports, commerce, hébergement, restauration. Mais on voit que quand même, ça reste un sujet où il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont rien fait. Et c'est à relier au fait
évidemment, on en parlait tout à l'heure dans le pilotage et la gouvernance de l'économie circulaire. Les grandes entreprises, elles ont déjà leurs équipes. Par contre, les PME, elles n'en ont pas forcément. On a un pilotage ou en tout cas une gouvernance qui est direction générale, et les PME, vous l'avez vu tout à l'heure, ne prévoient pas forcément ce type d'action-là. Ensuite, en deuxième position de ce qui, pourcentage d'entreprises qui n'ont rien fait sur le sujet, on a quasiment un tiers d'entreprises qui nous dit qu'elles n'ont pas fait d'analyse de cycle de vie ou d'évaluation environnementale des produits et des services. On peut voir que cette action, c'est plus une action de grandes entreprises, c'est-à-dire que en tout cas, on voit que chez les grandes entreprises de plus de 5000 collaborateurs, on a beaucoup plus tendance à aller sur ce type d'action. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si ça arrive dans le top des actions non emparées, eh bien, on voit qu'on a beaucoup d'entreprises, quasiment 4 entreprises sur 10 qui nous disent réfléchir à faire ça dans un futur proche. On a ensuite l'investissement dans du matériel ou des infrastructures qui arrivent sur ce top. Non représenté ici, mais qui relève du projet et qui est en réflexion, beaucoup d'entreprises vont réfléchir sur la mise en place de suivi et d'indicateurs de tableaux de bord. Notamment, on voit beaucoup ça en construction et en PME. Beaucoup d'entreprises également nous disent qu'elles veulent aller sur de la communication, notamment les PME. Également, on a la concertation et des actions partagées avec les acteurs de la filière qui est beaucoup en réflexion aujourd'hui. Comment on peut aller là-dedans? Et enfin, beaucoup d'entreprises également, presque la moitié, nous disent réfléchir à la mise en place d'un référentiel ou d'un cadre pour les aider et les guider dans cette démarche. Donc voilà, maintenant qu'on a compris les conditions de mise en place de la démarche et de comment ça commence à se construire, faisons maintenant le bilan avec le recul. Quels facteurs clés de succès, quels facilitateurs de la démarche et puis quelles difficultés vécues par les uns les autres avec des vrais points bloquants qui peuvent un peu créer de l'inertie d'ailleurs. Et enfin, nous verrons quels sont les impacts de l'économie circulaire et les besoins en fait qu'on peut avoir dans les entreprises françaises qui ont démarré quelque chose au sujet de l'économie circulaire. Alors, avec le recul, d'abord, ce qui est vraiment marquant pour le succès de la démarche, ça va être l'engagement de la direction. J'y reviens pas, on l'a vu sur le process et c'est d'ailleurs les plus matures qui nous le disent, mais vous voyez que c'est aussi toutes les entreprises qui nous le disent. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, là, vous avez 78% qui nous disent c'est un facilitateur, mais vous en avez 54% qui nous disent même que c'est un facteur clé de succès. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. L'accompagnement extérieur, lui, est fondamental dans le sens où on l'a vu, le sujet de l'économie circulaire renferme encore quelques mystères pour bon nombre d'entre vous et que du coup, on a quand même besoin d'être entouré, d'être accompagné, que ce soit de manière organisationnelle ou très technique, on a parfois besoin et en tout cas, c'est un facilitateur pour se lancer en économie circulaire, pour bien gérer ces sujets-là. C'est quelque chose que cette entreprise sur 10 nous disent que voilà, il y en a besoin et c'est même un facteur clé de succès pour une entreprise sur 3, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, en troisième facilitateur, c'est la compréhension et la connaissance du sujet par les collaborateurs. Là, c'est uniforme pour tout le monde et ça fait écho avec le fait que l'économie circulaire, encore une fois, est transverse, touche de nombreux pans de l'entreprise. Et donc, vous le voyez d'ailleurs avec ce verbatim là en bas à droite que certes, c'est pas facile de changer les mentalités, mais n'empêche que c'est quand même relativement crucial et que la mobilisation de tous, c'est ça qui va concourir au succès. D'autres éléments qu'on pourrait dire et qualifier de facilitants, qui ne sont pas représentés ici, mais que je souhaitais quand même relever avec vous, ça va être la réglementation, qui est encore plus quelque chose vu comme facilitant pour les opérationnels et pour les grandes entreprises, alors que quand on est en PME, la réglementation peut être une difficulté. Ensuite, un autre facilitant, ça va être l'organisation interne. Et c'est d'ailleurs, ça fait le pan avec l'accompagnement extérieur sur l'organisation interne qu'on peut avoir sur la deuxième marche de ce podium.
Si maintenant je vais sur les difficultés et les pans les plus problématiques et qui peuvent vraiment entraver la démarche, mon top 3 des difficultés, ça va être, bon, alors, comme toujours en études, on a des choses un peu de l'ordre de l'inertie interne et il va y avoir notamment la gestion et l'allocation du temps. Et ça, évidemment, ça fait le pont avec les équipes dédiées ou pas dédiées, parce que c'est sûr que si on est en PME où logiquement il y a moins de personnes dédiées pour traiter ce sujet en propre et que c'est un sujet plus traité en transverse, forcément ça va être plus dur d'y mettre des ressources et d'y allouer beaucoup de temps. Ensuite, on a la maturité technique. C'est d'autant plus vrai dans certaines entreprises, là encore dans les PME, et puis parfois un petit peu plus vrai dans le sud-ouest. Alors, c'est toujours hein, pour les PME, en tout cas, à relier avec le nombre moindre d'équipes dédiées, parce que forcément, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de choses différentes, bah, il aura peut-être moins la maturité technique que si on est en entreprise de 5000 collaborateurs avec un poste chef de projet économie circulaire ou quelqu'un qui en tout cas est très calé sur ce sujet-là. Ensuite, le niveau de maturité des acteurs de la filière est une des difficultés rencontrées par les entreprises qui se lancent. Encore plus dans le secteur des transports, par exemple. On a, par exemple, vous voyez le verbatim en bas à gauche, qui est assez intéressant parce qu'il relate d'ailleurs ce problème de compréhension par rapport à une façon de fonctionner qui est parfois inhabituelle et incomprise par manque de maturité des clients ou d'autres acteurs de la chaîne de valeur. Autre difficulté, ici pas présentée, on a le budget, le financement. Hein, dans beaucoup d'études, c'est un sujet qui revient, hein, donc l'étude n'en fait pas exception. On a ce souci-là, avec évidemment le pont avec ce que je vous disais par rapport au budget alloué à l'économie circulaire. Hein, 39% n'en ont pas, donc ça fait le lien. La qualification des collaborateurs qui peut être un problème aussi, et puis la coordination sur le territoire, sauf dans le secteur de l'énergie et de l'environnement où la coordination sur le territoire n'apparaît pas comme étant une difficulté. Je passe rapidement aux impacts. Évidemment, l'économie circulaire impacte beaucoup de sujets et très fortement, mais arrive en tête la conception des produits et des services, ça va de soi, et puis la chaîne de valeur, qu'elle soit en amont, les approvisionnements, et en aval. On l'a dit au travers des commentaires précédents, oui, ça va impacter un fort investissement en R&D pour modifier la façon de produire, pour modifier la façon dont on va s'approvisionner. Et puis, oui, ça va impacter l'aval avec, en effet, la distribution et la façon dont les consommateurs et les clients peuvent percevoir ces sujets-là. Alors, après avoir fait le bilan de où en sont les entreprises françaises en matière d'économie circulaire, quelles sont les attentes? Pour tester un petit peu tout ça et voir ce dont vous avez besoin pour la suite, on a testé un certain nombre de propositions et vous nous partagiez si vous considériez ces propositions pertinentes ou non. Au global, on va noter un fort niveau d'intérêt pour absolument toutes les propositions qu'on a pu faire à l'égard de l'économie circulaire, ce qui va traduire en fait un besoin assez fort d'être entouré, d'être accompagné. Et d'ailleurs, je fais le pont avec le fait que l'accompagnement arrive quand même en bonne place dans les facteurs clés de succès de la mise en place d'une démarche d'économie circulaire. Dans le détail, les propositions jugées comme pertinentes ou très pertinentes et qui sortent du lot, on va avoir d'abord les formations. Et ça, c'est toujours en lien avec le fait que, oui, le sujet de l'économie circulaire est un sujet vaste et qu'on a besoin d'acculturer l'interne pour travailler en transversal. Et c'est vrai que c'est un sujet, 80% d'entreprises qui considèrent ce sujet comme très pertinent. C'est vrai pour tout le monde. On n'a pas de différence ni de secteur ni de taille. En deuxième point arrive la mise en relation avec les parties prenantes. Donc là, on a vraiment un besoin qui semble être urgent
à court terme et surtout dans la construction, notamment, ça c'est encore plus fort. La coordination, la synergie sur le territoire, ça relève plus de la difficulté ressentie à ce stade, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, plus que d'un facilitateur. Donc, c'est pas étonnant que ça se retrouve ici en deuxième point. En troisième point, l'accompagnement, hein, je pense que je vous l'ai assez dit, mais en tout cas, c'est un souhait qui est encore plus fort si je suis directeur général ou si je suis directeur de site pour faire face à ce sujet et venir transformer mon organisation de manière plus profonde. Et enfin, troisième point et troisième proposition qui apparaît comme étant pertinente, eh bien, c'est l'intégration de l'économie circulaire avec le système de management qualité, sécurité, environnement. Clairement, c'est un besoin qui va se retrouver encore plus chez les opérationnels, encore plus chez les professionnels QSE qui souhaitent vraiment mailler le sujet QSE avec les sujets économie circulaire. Donc, vous le voyez, hein, pour clôturer cette présentation, il reste encore fort à faire pour emparer pleinement le sujet de l'économie circulaire. Et même si les entreprises vont sur des domaines qui font sens pour elles, elles éprouvent encore hein, ce besoin de monter en compétences, de se former, d'être mis en relation, d'être accompagnées, ou encore sur des pans un petit peu plus techniques comme l'intégration de l'économie circulaire avec ce qu'elles font déjà. Et tout ça dans l'optique d'aller plus loin. Donc, vous voyez que le sens de l'histoire, c'est plutôt on y va de plus en plus et de plus belle. La démarche de mise en œuvre de l'économie circulaire, elle se fait vraiment pas à pas. Alors, non sans difficulté, hein, vous l'avez vu, et c'est ce que j'ai essayé quand même de mettre en relief parce que l'idée, c'était pas de vous dresser un portrait bisounours de la situation, mais de vous dire aussi qu'il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres. Mais n'empêche que avec un engagement de la direction, avec une sensibilisation de tout un chacun dans l'entreprise et puis aussi hors de l'entreprise, hein, puisqu'il y a cette histoire de maturité des acteurs de la chaîne de valeur, qu'elle soit amont ou aval, eh bien, avec cet engagement, avec cette sensibilisation, il y a fort à parier et c'est ce qu'on espère, que la même étude dans quelques années montre des résultats différents et en tout cas, on le souhaite de tout cœur. Merci à toutes et tous pour votre écoute et puis je repasse la main à Anne. Merci beaucoup, Karine. Je reprends le partage d'écran pour passer ensuite effectivement à la dernière phase de cette intervention. Donc, pour aller plus loin, alors attendez, je me mets en mode diaporama si ça veut bien. Voilà, ça devrait marcher. Hop, oula. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Nathalie Boyer qui va nous présenter effectivement les solutions et les perspectives qui s'offrent à vous avec Ori. Voilà, j'ouvre le micro de Nathalie. C'est bon, je peux vous reparler. Merci pour cette présentation. Alors, quelques réactions à chaud. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes d'acculturation, de montée en compétence sur ce sujet. Et c'est ce à quoi Ori s'emploie. Donc, je vais vous présenter quelques outils qui sont ouverts à tous, hein, que vous pourrez aller visiter sur notre site, télécharger. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Deuxième sujet marquant pour Ori, c'est qu'il y a peu de choses sur les nouveaux modèles économiques. On voit que ce sont les domaines les moins emparés, que ce soit l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de fonctionnalité. Or, nous, on s'emploie là aussi depuis des années à faire en sorte que l'économie circulaire soit transversale et systémique et que ces nouveaux modèles prennent toute leur place. On ne peut pas avoir une économie circulaire seulement aval. Donc, les outils que je vais vous présenter maintenant, vous allez le voir, sont assez centrés sur l'amont parce que comment faire du recyclage si on ne peut pas faire de l'éco-conception en amont? Comment lutter contre l'obsolescence programmée si on ne transforme pas la vente de produits en usage? C'est l'économie de fonctionnalité. Comme ça, les metteurs en marché font des matériaux plus durables.
Et on parle beaucoup de relocalisation, d'ancrage local, d'emploi local, et ça, c'est grâce à l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale. Donc, chez Auré, nous avons décidé de traiter l'économie circulaire à travers 3 déclinaisons. Une qui est centrée sur les produits, services, équipements, où vous allez retrouver cette éco-conception et cette économie de la fonctionnalité. Une centrée sur les filières, ou quand même on traite de l'aval, le recyclage et les valorisations. Et les démarches centrées sur le territoire. On est l'acteur historique en France sur l'écologie industrielle et territoriale. Et depuis quelques années, on s'intéresse au sujet de l'intégration de l'économie circulaire dans l'aménagement et l'urbanisme. Sur la slide suivante, je vais vous parler des nouveaux produits et services, notamment des 2 derniers livrables dorés. Un que nous avons effectué pour le comité francilien. Alors, le comité francilien, c'est un comité qui réunit tous les partenaires institutionnels d'Île-de-France. Et ce dernier livrable a été financé notamment par la DRIE, par l'ADEME Île-de-France, la région et la métropole du Grand Paris. Vous allez trouver 15 initiatives franciliennes qui vont vous parler de matériaux durables, de matières premières durables, de ressources immatérielles. On va parler aussi d'échanges de proximité plus efficients, de nouvelles opportunités de financement, des modèles de revenus et de gouvernance. On a vu que la gouvernance était essentielle pour l'économie circulaire. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'éco-conception, on a vu que le secteur textile était pas mal avancé. Eh bien, nous travaillons beaucoup sur le secteur textile, la filière textile avec Auré et aussi avec le partenaire éco-organisme qui s'appelle Refashion. Son ancien nom, c'est EcoTLC, éco-organisme qui s'occupe du recyclage des vêtements, du linge de maison et des chaussures. Il s'occupe maintenant aussi d'éco-conception et cette plateforme qui a été lancée le 22 septembre est là pour aider les metteurs en marché du textile à aller vers un modèle plus vertueux en éco-concevant leurs produits. Donc, vous retrouverez des outils méthodologiques développés par Auré et des retours d'expérience. Sur la partie recyclage et valorisation, chez Auré, nous organisons au-delà des groupes de travail, des clubs métiers. Nous en avons plusieurs, dont un que je voulais vous citer aujourd'hui, qui est sur la déconstruction, puisqu'on a parlé d'aménagement et d'urbanisme et de terres excavées, etc., dans le point juridique. Donc, ce club métier qui réunit des membres d'Auré, donneurs d'ordre et apporteurs de solutions, a pour but de développer des solutions de recyclage ou de valorisation économiquement viables, voire d'échanger, de fédérer des projets communs sur les problématiques qui ont été adressées dans ce groupe de travail. Donc, pour mémoire, les orientations 2021 de ce club métier sont sur la compétence des architectes. Il n'y a pas que les entreprises qui doivent monter en compétences. Sur l'industrialisation du planning de déconstruction, on s'aperçoit que souvent, on a du mal à faire coïncider les chantiers de construction et de déconstruction, ce qui pose un problème de stockage des matériaux réemployables. Donc, on va traiter ce sujet, ainsi que les petits chantiers. Sur le livrable qui est à gauche, comment mieux déconstruire pour valoriser les déchets du BTP, vous allez trouver des aides, des retours d'expérience, des bonnes pratiques en avant du chantier, pendant et en aval du chantier, à toutes les étapes de la déconstruction d'un bâtiment. Sur le sujet suivant, c'est-à-dire l'approche territoire doré, je voulais vous présenter un référentiel qui s'appelle Ellipse, que nous avons développé pour les animateurs de ces démarches. Ce référentiel est l'outil obligatoire pour les démarches financées par l'ADEME, qui est partenaire du projet. Il y a 61 indicateurs pour l'écologie industrielle et territoriale. Il est destiné à des observateurs, vous pouvez tout à fait vous inscrire, mais aussi aux financeurs qui veulent voir comment ces démarches d'EIT qu'ils financent avancent sur le territoire, ainsi qu'aux animateurs. 3 grands types d'indicateurs. On va évidemment parler de coopération multi-acteurs. La coopération, un mot-clé de l'économie circulaire, de bouclage des flux, c'est-à-dire les fameuses synergies, et les richesses locales créées par l'écologie industrielle et territoriale, l'emploi en étant une indispensable. À l'issue des travaux sur Ellipse, nous avons produit une cartographie que vous avez sur la droite. Si vous voulez aller voir combien de démarches d'écologie industrielle et territoriale existent dans votre région, n'hésitez pas, et on les a classées par degré de maturité. Il y en a 106 qui ont été référencées sur Ellipse, il y en a 120 en France, donc vous retrouverez les principales. Et pour finir, je vous ai parlé d'aménagement d'urbanisme. Ça fait à peu près 4 ans qu'on réanime une communauté qu'on appelle ECU, Économie circulaire urbanisme. Ce sont et là, on est plus collectivité territoriale, mais pas que. Ce sont les porteurs de projets. On en a accompagné 10 qui ont voulu tester comment mettre en œuvre dans leur projet d'aménagement d'urbanisme l'économie circulaire.
Et cette année, avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, on vous propose des circuits, alors qui devaient être en présentiel, mais qui sont évidemment virtuels pour l'instant. La première visite que nous avons effectuée virtuellement était dans le 20e à Paris, en partenariat avec Paris Habitat. Le webinaire est enregistré, hein, et on vous a présenté un quartier 100% circulaire. Au mois de janvier, le 26 janvier 2021, on vous amènera là aussi virtuellement à Roubaix pour parler de gestion circulaire du foncier en milieu urbain dense, et nous ferons un zoom sur les friches urbaines et les vacances. En avril 2021, on ne sait pas si on pourra le faire en présentiel, mais on espère aller en Seine-Saint-Denis pour regarder le sujet de comment l'économie circulaire peut améliorer la qualité de vie dans les quartiers prioritaires. En septembre, nous irons dans les Vosges. Là, nous allons parler de rural et de matériaux biosourcés. Et il y aura un circuit qui se passera à Bruxelles, normalement en 2022. Les brochures vont être mises à votre disposition sur tous ces sujets. Et si vous voulez participer à ces webinaires ou à ces visites, contactez-nous. Vous retrouverez, c'est la dernière slide, toutes les informations que je vous ai données sur notre site Internet. Merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie, j'avais coupé mon micro. Merci pour tous ces éléments et merci encore de nous avoir accompagnés, aidés dans le déploiement de cette étude. Plaisir partagé, plaisir partagé. On a bien travaillé ensemble. Merci. Deux aspects pour le groupe AFNOR, pour aller plus loin avec le groupe AFNOR. Si vous êtes déjà engagé dans des démarches d'économie circulaire, si vous souhaitez faire entendre votre voix, Olivier Cartini vous l'a indiqué en début de conférence, c'est en ce moment que sont en train de se discuter à l'ISO le contenu des normes, les prochaines normes pour outiller les entreprises et les organisations à aller vers l'économie circulaire. Donc, vous pouvez participer à la commission de normalisation miroir française, ainsi étayer la position française à l'international. Nous espérons aussi grandement pouvoir créer des plateformes en région d'expérimentation, qu'elles soient territoriales ou sectorielles, et qui permettront de monter en compétences, de rejoindre des réseaux d'acteurs sur le territoire, ainsi répondre aux besoins des entreprises interrogées sur le besoin de mettre en réseau et de faire monter en maturité les filières. Voilà pour l'enjeu de normalisation. J'avais une autre slide, mais je l'ai perdue. Voilà, exactement. Et donc, pour les solutions, les autres solutions proposées par le groupe AFNOR, nous souhaitons adresser l'ensemble des besoins des entreprises, qu'elles soient novices ou plus expertes, plus avancées dans le domaine de l'économie circulaire, dans le changement de modèle économique. Donc, nous avons différents niveaux d'information. Le premier, c'est effectivement des documents que vous pouvez télécharger sur le site du groupe AFNOR, des entreprises qui témoignent sur l'utilisation qu'elles ont faite de la norme X30901 de management de projets d'économie circulaire, des ouvrages. Également, vous avez tout un ensemble de formations proposées par AFNOR Compétences et de l'accompagnement. Parmi les formations qui vont sortir en 2021, une formation diplômante de chargé de mission économie circulaire, donc pour permettre aux entreprises de s'outiller, de recruter les bons profils qui souhaitent donc aller vers l'économie circulaire. Et enfin, pour celles qui ont déjà mis en œuvre ou qui souhaitent mettre en œuvre un projet, qu'il s'agisse d'un projet d'éco-conception ou d'un projet d'économie circulaire, AFNOR Certification a développé 2 solutions d'évaluation. Une première sur uniquement l'organisation, uniquement la mise en place de l'éco-conception dans les entreprises. Donc, cette évaluation a été co-développée avec le pôle éco-conception. Et la toute dernière prestation, c'est AFAC économie circulaire. Donc, c'est une évaluation de la maturité de vos projets d'économie circulaire. Les guides d'évaluation sont disponibles en téléchargement libre. Donc, je vous invite tous à les télécharger sur le site d'AFNOR Certification pour en prendre connaissance. Nous avons peut-être encore 7 minutes pour quelques questions. J'avais noté une question pour Karine, justement. Alors, aucun exemple concret. Alors,
Oui, les exemples concrets sont dans les témoignages d'entreprises que vous pouvez trouver sur le site d'AFNOR Normalisation, sur le guide d'évaluation AFAC Économie Circulaire également. Il y a plusieurs cas concrets d'entreprises qui se sont engagées en matière d'économie circulaire et qui ont soit utilisé la norme, soit déployé leur projet et fait évaluer leur projet au regard de cette norme. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Karine, tu es toujours avec nous, tu es toujours connectée? Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'avais noté une question sur les motivations. Il y a une personne qui avait noté une question sur les motivations à aller vers l'économie circulaire. Et dans les 3 motivations, n'apparaissait pas une motivation assez pragmatique qui est la baisse des coûts et la compétitivité. Et donc, est-ce que tu sais si cette motivation-là est apparue peut-être en 4e ou 5e ou 6e position parmi les motivations, ou bien si ce n'est pas une motivation à basculer de modèle? Alors, c'est une motivation qui évidemment nous avons testée puisque c'est un sujet intéressant. Par contre, quand on regarde, est-ce que ça a vraiment été un enjeu prioritaire à se lancer en économie circulaire? Non. Clairement, on voit même que c'est un enjeu qui a été mineur pour 35% des entreprises. Par contre, c'est un enjeu prioritaire de diminuer les coûts à moyen ou long terme, plus dans le cadre de grandes entreprises notamment. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir au travers des résultats. Oui, merci. Et je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que les entreprises interrogées ont des difficultés à trouver les bons interlocuteurs pour mettre en place une stratégie d'économie circulaire? Alors, disons que ça, c'est quelque chose qui ressort quand même de manière fil rouge au sein de toute cette étude, c'est qu'il y a un vrai besoin justement de mise en réseau, de travail avec tous les acteurs de la chaîne de valeur et qu'il y a parfois des difficultés autour de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on peut voir qu'on a un vrai besoin de mise en relation avec les parties prenantes pertinentes d'un territoire notamment. Oui. Une autre question, je n'ai pas bien compris comment expliquer que l'éco-conception arrive en 3e position parmi les actions prioritaires. Oui, alors parce que c'est un sujet qui est assez sectoriel finalement. On peut voir que tout le monde ne s'empare pas de ce sujet de la même façon évidemment et que parmi ceux par exemple qui n'ont rien fait ou qui sont pas très avancés, on va retrouver les services et puis dans ceux qui sont avancés et qui en tout cas ont bien emparé le sujet, on va retrouver par exemple l'industrie textile. Donc on peut voir que les moyennes parfois ne sont pas toujours une réponse en soi, il faut aller creuser un peu plus finement. Ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que sur la moyenne des entreprises françaises, l'éco-conception reste un sujet vers lequel on est en réflexion si on n'a rien fait. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Oui, et sur le sujet de l'éco-conception, j'ajouterais que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a fait rentrer dans le code de l'environnement le terme d'éco-conception. Donc désormais, l'éco-conception est un terme qui est non seulement un terme technique sur lequel des normes existent déjà, des pratiques sont déjà à l'œuvre, mais elle est maintenant reconnue aussi dans la législation et c'est aussi un pas de plus pour amener les entreprises à la mettre en œuvre plus largement. Eh bien, nous arrivons au terme de cette webconférence. Vous avez été très nombreux à vous connecter, nous en sommes très, très, très contents. Concernant les questions qui avaient été posées en démarrage sur le point réglementaire, Patricia Savin nous a transmis un lien vers un document rédigé, donc pour aller un peu plus loin et avoir plus de détails écrits sur cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Nous, de notre côté, nous allons également vous transmettre dans un prochain email le replay de cette étude ainsi qu'une infographie qui résume les résultats principaux de l'étude. Et nous restons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Encore merci, puis j'espère pouvoir, comme Karine l'a souligné, mener une étude similaire d'ici 2 ou 3 ans et mesurer la progression phénoménale des entreprises dans leur transition vers l'économie circulaire. Merci infiniment et bonne journée.